Allez, on se retrouve ici là pour une séquence savoureuse, en tout cas moi qui m'amuse bien. C'est un peu tout ce qui se passe autour de Mick Jagger dans les années 80. Et notamment, déjà le premier fait historique, c'est que en douce, en tout cas sans que les quatre autres soient au courant, il signe un contrat énorme Walter Yetnikoff, voilà, je cherchais son nom, ah bah dis donc, je commence CBS, bien de CBS, Columbia. voilà. Le contrat stipule qu'il doit deux albums solo, c'est ça? Et voilà, en marge des Stones. Donc en fait, à l'ère justement où Bowie explose tout avec Let's Dance et que Jackson est numéro un partout avec Thriller, les mecs se disent ça y est, on va prendre Jagger et on va en faire exactement le même genre de star. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu, Benjamin. Oui, Remets-nous dans le contexte un peu de bah, l'époque, mieux que ce que je viens de faire. je pense qu'il y a aussi un truc très simple, c'est que Jagger voit les chiffres de vente des Rolling Stones baisser considérablement. Alors bon, Tattoo You, Alors, ah, oui, ah oui, déjà des Tattoo. Tattoo You, bah non, Tattoo You a été un petit peu l'exception Voilà, parce c'est qu'il a été Undercover. propulsé par un gros single et qu'il y a eu une tournée pour en faire la promotion. C'est ça, donc au niveau Mais promo, il est bien là, à cette époque-là. oui, mais Emotional Rescue et Undercover ne sont pas des disques qui ont marché et surtout dans la tête de Jagger. C'est Rescue qui est avant Tattoo You, enfin bref. Oui, mais Tattoo You, je rappelle qu'il Oui, oui, n'y a pas eu d'enregistrement. tout à fait. Enfin, à quelques exceptions près. Oui, mais D'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas de la longtemps. cosmétique. Ils auraient même fait quelques re à Paris, dans un studio près de Bercy. Alors, si des gens peuvent m'éclairer là-dessus, je suis pas sûr d'avoir toutes les infos, mais ils auraient fait quelques re pour Tattoo You. Et je crois qu'il y a une chanson qui est enregistrée en 80 pour Tattoo You, c'est No Use in Crying. Enfin, bref, ceci étant dit, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute. Ce Donc qui, les ventes d'Undercover sont un peu... les ventes sont moins bonnes et surtout, je pense que pour Mick Jagger, la contrainte d'écriture et d'enregistrement avec les Rolling Stones devient très pénible. Ouais. C'est pour ça que j'incluais pas Tattoo You vu qu'il n'a pas eu à rentrer Et ce là-dedans. qui est marrant d'ailleurs, c'est que déjà les trois clips d'Undercover sont une espèce de pastiche de ce que faisait Jackson ou voire Bowie. Hein. Je veux dire, vous prenez le clip de Too Much Blood, c'est déjà un clip de très long de 8 minutes. Le clip de Undercover, pareil. Alors, l'exception de She Was Hot, qui est un des clips les plus drôles, je trouve, de l'histoire de l'ère MTV. Voilà, enfin bref. Et donc Jagger, là, c'est à ce moment-là qu'il signe, il re-signe d'un côté pour les Stones pour deux trois albums, et en parallèle, en douce, c'est un russe, un milliardaire russe, ce Yuri Non, machin. non, pas Là, du tout. c'est- Bah, attends, on est dans les années 80, les Russes, c'est encore les méchants. Hein. Ah oui, Non, non, toujours les c'est un méchants. Américain, c'est effectivement un fils d'immigrés russes, mais il est tout Bon, à fait bref, américain. en tout cas, lui, il lui fait signer un contrat pour deux albums solo, et là, en plus, c'est... on balance, on lui dit ta carte blanche, quoi, en gros. Donc tu fais le disque que tu veux, avec qui tu veux. Et c'est pour ça que là, on a tellement bien préparé l'émission qu'on n'a absolument pas les notes de pochette. Mais alors, il y a absolument tout le monde sur She's the Boss. Hein. Il y a Jeff Beck, Pete Townsend, Nile Rodgers. Nile Rodgers, et j'en passe, et des meilleurs. Et tout le monde, Robbie Shakespeare. Basil Laswell. Enfin, voilà, enfin, c'est vraiment tous ceux qui font vendre des disques qui sont sur ce disque. Mhm. Donc tout est réuni pour que ça cartonne. Mais alors qu'est-ce qui se passe du coup? C'est là où on se rend compte des limites de Jagger en tant qu'auteur peut-être et aussi peut-être il pète les plombs littéralement. Je veux dire pourquoi sort ce disque complètement décalé et qui est un pastiche de tout ce qui se vend mais en 10 fois moins bien. On essaie de copier Bowie, Jackson, Madonna, Prince. Qu'est-ce qui se passe? Ben, un peu ce que tu viens de dire, c'est simplement le disque de quelqu'un qui, sans ambition artistique, mais uniquement de l'ambition commerciale, cherche juste à mixer ensemble des formules qui pour lui marchent pour en faire un disque qui marche. Et au final, c'est ça, c'est un disque parfaitement tiède et oubliable, mais qui rassemble tous les ingrédients qui font des succès en Alors, 84. et ce qui est incroyable, c'est que ça tout le monde l'a oublié, mais ce disque est accompagné par un film qui couvre absolument l'intégrale de She's the Boss. Et c'est un film, enfin, il faut le voir pour le croire.
un des films les plus kitsch du monde. C'est une série de clips mis en scène, une espèce d'histoire d'une rockstar déchue qui se bourre la gueule et qui finalement finit mal dans une soirée, se fait tabasser et se retrouve au Brésil et doit recommencer sa vie à zéro parce que personne ne le reconnaît. Alors ça donne vraiment des choses mais ridicules. En plus, j'ai toujours pensé que je me suis toujours demandé comment Jagger pouvait être un acteur aussi épouvantable dès qu'il ne sort de son personnage, quoi. Et enfin, surtout à cette époque-là, c'est Running Out of Luck, qui est réalisé cette fois, je pense, par Julian Temple, qui avait à peu près qui réalisait tout à l'époque. Et justement, on disait que McCartney avait fait la même chose, et même Bowie, parle-nous de ça justement, c'était un peu l'ère des films, enfin des disques qu'on mettait en film. Bah oui, parce que les années 80, c'est effectivement, les gens sont assez traumatisés par l'arrivée d'MTV et surtout les maisons de disques sont traumatisées par ça et elles ne veulent surtout pas rater le wagon et considèrent que c'est comme ça qu'on vend des disques. Et du coup, les artistes doivent se mettre au diapason et c'est évidemment les gens des années 60 qui eux, étaient surtout sur une logique de promotion par les concerts. Voient ça, et quelque part ils voient ça comme un avantage, parce que pour eux, ils se disent qu'ils vont plus avoir forcément besoin de partir en tournée systématiquement pour assurer leur promotion, et donc ils voient MTV comme quelque chose d'assez pratique pour s'éviter de faire ça, et c'est pas pour rien si tous ces gens-là tournent de façon assez limitée dans les années 80. Ce qui est marrant, c'est que en fait, là je fais un grand pont, mais en arrière. C'est que déjà, les premiers Scopitone, notamment je pense aux deux films promotionnels pour Paperback Writer et Rain en 66, sont un peu les premières excuses pour ne pas avoir à se taper le Ed Sullivan Show. La promo, mais là c'est une question de promo, c'est pas une question de... Mais ils envoient le clip en tournée à leur place, c'est ce que disait littéralement McCartney. Oui, à la différence près que le Ed Sullivan Show, le clip est diffusé une fois dans une émission, etc. Oui, alors que MTV, c'est du matraquage 24 heures sur 24. Je suis pas persuadé que Running Out of Luck ait été diffusé. Non, mais les clips, le clip de Just Another Night, oui. Et je pense que si Jagger pouvait brûler les bandes, malheureusement, moi j'en ai une copie à la maison parce que vous savez. Heureux homme. Ouais, et j'échangerais ça contre rien au monde. Et donc du coup, c'est un peu l'ère du grand n'importe quoi. Bon, après, moi je trouve que Bowie, moi j'aime ses clips de Let's Dance, Shine Tiger, Let's Dance, tout ça, je trouve ça bien. Tu me parlais d'un film qu'il avait fait aussi, c'est ça, Bowie? C'est quoi que... Non, sur le modèle court-métrage à partir du... c'est un clip long plus. Voilà, à partir de Thriller, qui est un peu le détonateur de tout ça. Effectivement, pour l'album, pour le single de Blue Jean en 84, Julian Temple, encore lui, réalise en parallèle d'un clip à la durée de la chanson, il réalise un espèce de mini court-métrage, enfin de court-métrage même, Jazzin' for Blue Jean, qu'on peut avoir en easter egg à l'époque où c'était très à la mode dans les DVD, sur le Best of Bowie. Donc un objet de... Oh, je te montrerai, tu verras. Donc ça dure une quinzaine de minutes et voilà. C'est un petit peu ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit peu la même chose que sur Running Out of Luck de Jagger. C'est aussi Bowie qui joue avec le côté, qui s'imagine personne lambda, etc., cherchant à retrouver son aura, une aura de rockstar, etc. Donc c'est assez amusant qu'ils soient tous traversés par ces idées-là, quoi. Et tu nous parles du Paul, parce que c'est à peu près quoi? C'est 84-85 84. Ouais, parce que je crois que lui, là, il est revenu un peu là-dessus dans certaines interviews récentes, là, notamment un super recueil d'interviews qui vient d'être publié récemment. Paul Dunoyer. Par Paul Dunoyer, qui est vachement bien. Et je crois qu'il a un peu envie d'oublier ça, et même lui, il y a de quoi. Tu nous fais le pitch un peu de ce truc? C'est dans ton souvenir? Oui, bien sûr. C'est de toute façon le début des années 80, c'est gérer l'après Lennon et le fait de ne pas vouloir. J'ai toujours pas réussi à le gérer, moi, donc. Le fait de ne pas vouloir aller en tournée, et McCartney réenregistre avec George Martin sur Tug of War, sur Pipes of Peace. Et c'est au moment où il fait Pipes of Peace qu'il écrit parallèlement un scénario qu'il dit vaguement influencé par les trucs du premier Indiana Jones et tout ça, donc sur un vol de master, etc. Et donc
Et donc il embrigade un peu tout le monde dans ce truc. Donc voilà, il est scénariste du film, mais bon, Paul McCartney n'est pas vraiment quelqu'un qui est une référence pour être au scénario. Et donc, Non. sans le résultat, c'est un nanar à assez gros budget que personne n'est allé voir. Et Ah, parce qui que n'a... c'est sorti en salle, là, Bien carrément. sûr, D'accord, bah, ouais, ouais. c'était encore l'époque. Mais je crois que la BO, c'est très bien vendu. Hein. La BO s'est pas mal vendue, oui, Ouais, effectivement. par rapport à, je crois qu'ils ont vendu 3 millions de plus que chez The Boss, hein, par exemple. Oui, bah en même temps, Oui, les morceaux des Beatles c'était dessus. l'occasion de réenregistrer des morceaux des Beatles. For No One, je crois, il y a une version acoustique. Il y a Eleanor For No One, Rigby. Eleanor Ouais, Rigby, c'est ça, hein. Here, There and Everywhere. C'est pas l'histoire d'un compositeur aussi, hein, c'est ça hein, Non, c'est l'histoire d'une vente du vol d'un master, d'un master Paul qui joue son d'enregistrement. propre rôle quelque part, Et qui joue avec le rôle d'un une- compositeur. Voilà, c'est ça, mais avec une espèce de séquence assez bizarre où il est transposé à l'époque victorienne avec Ringo Starr. Enfin, non, Ah non, mais c'est complètement. c'est à revoir quand même. Ça, je pense que ça va disparaître. À revoir parce que c'est aussi la description d'une époque et c'est intéressant de revoir ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, le Running Out of Luck de Jagger est quand même produit par Dennis Hopper, hein, quand même. Hein, tout soit dit en passant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait penser que ça lui met quand même une tartasse monumentale, Jagger, de se casser la gueule à ce point-là. Mais il aura quand même réussi à en faire un deuxième album 3 ans après, avec à peu près le même budget, le même line-up. Et pour un résultat encore pire, sauf que là il va pousser le vice plus loin, partir en tournée, après avoir refusé de partir en tournée pour Dirty Work, qu'il a fait à contre. Enfin voilà, il voulait pas le faire ce disque, hein, donc il se pointait quand Richard n'était pas au studio, enfin ça, voilà, vous connaissez l'histoire de Dirty Work. Et donc il choisit de partir avec un cover band en tournée. Et sur 25 titres, il joue 22 morceaux des Stones, quoi, et avec un vrai cover band où le guitariste se déguise en Keith Richards littéralement. Et là, il va dessiner ce que vont être presque les shows en termes de setlist des Stones pendant les 20 prochaines années, quoi. Donc c'est vraiment une époque quasiment incompréhensible. Et je pense que Jagger, aujourd'hui, je pense qu'il s'en veut beaucoup. On peut même se demander s'il traversait pas une dépression nerveuse pour avoir fait des albums aussi faibles, hein. Allez, on peut retenir peut-être Party Doll sur Primitive Cool, qui est une chouette balade. Mais sinon, vraiment, tout est risible. D'ailleurs, le premier morceau de chez The Boss, quand même, ça s'appelle Lonely at the Top. Hein, ça dit bien son nom. Et c'est signé Jagger Richards. Donc vraiment, il a tout fait à l'envers. Et voilà, je trouve ça rigolo qu'on ait pu en parler un petit peu de ce sujet. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve vite. Hein, de toute façon, bisous.